Hello, c'est Laetitia. Salut, c'est Lucille. Cette semaine, dans ce nouvel épisode de Laetitia et Lucille présente, on vous présente Marina, notre invitée de la semaine. Bonjour. Donc nous, Marina, on s'est connus par le cadre du travail, puisque à l'époque, tu travaillais pour Solidays. C'est grâce à toi qu'on avait pu aller tourner des petites vidéos comme on peut les retrouver sur nos réseaux sociaux notamment. Mais aujourd'hui, tu es dans ce podcast pour parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec la musique, mais qui est beaucoup plus perso. On est là aujourd'hui pour parler d'endométriose. Est-ce que tu peux commencer par peut-être te présenter un petit peu, nous parler un petit peu de ce que ça représente pour toi? Donc oui, on s'est rencontrés donc à Solidays, l'association Solidarité Sida. Donc déjà en parler, c'est un peu important de le dire parce que ça veut dire que je travaillais dans un environnement où on parle de santé sexuelle, où on parle de corps, de bien-être, de santé, enfin tu vois, de toutes ces choses-là. Et en plus, quand ça m'est arrivé, quand j'ai su mon diagnostic d'endométriose, je pense que c'est à peu près au moment où on a commencé à se rencontrer, ou en tout cas dans le cadre du travail. Donc, et je suis quand même tombée de, je pense, 50 étages quand j'ai su ce que j'avais, alors que j'étais dans des milieux qui sont quand même, j'allais dire aware, mais enfin tu vois, qui sont avertis, éclairés sur ces sujets-là. Et pourtant, j'ai pas su. J'ai eu j'ai eu un très très long parcours de soins en fait et d'errance de diagnostic qui a duré, je pense, 15 ans, parce que ça fait 15 ans que j'ai des symptômes et 15 ans que j'étais en colère en fait. J'ai eu énormément de colère. Tu te disais pas que c'était ça et t'attendais pas que les médecins confirment, non? Pas du tout. On était d'abord parti sur plutôt un diagnostic de gluten, parce que en fait c'est inflammatoire, ça je l'ai su après, mais en fait c'est de la nourriture inflammatoire. Et en fait j'ai pensé que du coup j'avais peut-être mangé par erreur du gluten, donc c'est pour ça que j'avais parfois mal au ventre, que j'avais peut-être des nausées, des choses comme ça. Et surtout, on s'en est jamais douté, parce que moi, j'avais des symptômes et je pense que tous les symptômes sont très différents selon les femmes, il y a quand même des symptômes qui se ressemblent plus ou moins, mais déjà, moi, j'avais un cycle tellement irrégulier que j'avais pas fait le lien entre des douleurs ou des nausées et mon cycle menstruel en fait. Et en fait, j'avais des nausées très très fortes, surtout sur la fin, où en fait, la fin, c'est ce que j'appelle la fin, c'est avant du moment où on m'a diagnostiqué, donc la fin de mon errance de diagnostic, où en fait, j'avais des nausées qui étaient tellement fortes que j'arrivais pas à me lever le matin. Donc ça a commencé à être vraiment très très handicapant, et en plus j'avais vu plein de médecins différents qui me disaient on sait pas ce que vous avez, et puis c'est peut-être juste le stress et l'angoisse. Et je me souviens, à l'époque j'étais en couple et je me suis dit mais si c'est pour vivre ça comme ça toute ma vie, je vais pas y arriver. Parce que quand tu te lèves le matin, que tu dois aller bosser et qu'en fait ton appart il tourne à une vitesse qui est tellement rapide que tu as envie de vomir, que tu vas aux toilettes, t'essayes de vomir tellement t'es dans le mal, et que tu vas pas mieux, que tu peux pas aller bosser, tu te dis mais tu peux pas vivre comme ça en fait. Et c'était vraiment un matin sur deux. Et ça, c'est un symptôme que j'ai pas trop vu dans les personnes qui ont de l'endométriose. Et pourtant, c'est un symptôme de l'endométriose. Enfin, de ce que m'a dit en tout cas les professionnels de santé. Alors, on va faire un petit disclaimer rapide. Donc, l'endométriose, globalement, maintenant, tout le monde commence à connaître le terme, parce que même si ça a longtemps été une maladie très méconnue, on commence à en parler. C'est une maladie gynécologique qui touche toutes les personnes qui ont un utérus. Qui peut toucher toutes les personnes. Qui peut toucher toutes les personnes qui ont un utérus, et heureusement qu'il ne touche pas tout le monde. On va pas rentrer dans je me permets de faire une parenthèse, je crois que c'est une femme sur 10. On parle d'une femme sur 10 qui serait concernée par l'endométriose. Et avant, on mettait d'autres diagnostics où on trouvait pas le diagnostic, où on disait que les femmes étaient juste chiantes. Chuchote. Donc l'endométriose n'est pas une nouvelle maladie, en tout cas elle est assez ancienne, mais le nom et le fait d'en parler, et le fait que les gens le connaissent est très nouveau. C'est assez récent. Et du coup, là, aujourd'hui, on va pas aborder tous les symptômes qui peuvent exister, parce que, encore une fois, on n'est pas dans un podcast médical. Ni Lucille, ni moi-même, ni Marina ne sommes médecins. Mais par contre, on va parler du cas spécifique de Marina pour voir à quoi ça peut ressembler l'expérience d'une personne qui vit avec l'endométriose et qui doit en subir les conséquences au quotidien. Parce que quels que soient les symptômes qu'on peut avoir à cause de cette maladie, la réalité des choses, c'est qu'il y a des conséquences qui sont tout le temps très difficiles. Même pour les personnes qui ont une assez faible endométriose, ça peut vite devenir très handicapant. Donc du coup, tu nous as expliqué que toi, ça avait commencé il y a 15 ans. Oui, à peu près, même plus. Quand j'avais 15 ans, donc maintenant j'ai 32 ans. Et je me souviens, c'était déjà la première fois que j'ai eu mes règles, ça a été tellement douloureux. En fait, ça aurait dû être le premier signe. C'est que c'était tellement douloureux que je hurlais de douleur et qu'en fait, je pouvais pas me lever.
c'était impossible de me lever. C'était tellement, franchement, je me souviens encore me tordre de douleur quand j'ai dû les avoir à 13 ans, mes règles. Quelque chose comme ça. Et on m'avait dit que ça faisait un peu mal, mais là, c'était pas un peu. Et je suis pas quelqu'un de chochotte du tout. J'ai 2 grands frères, on s'est castagné toute notre enfance, on est des casse-cous, on me tire les cheveux, j'ai pas mal, genre vraiment, je suis pas une chochotte. Et là, j'ai eu si mal. Et en fait, les cycles d'après, moi, j'ai pas eu mal, j'ai pas des règles douloureuses. J'ai pas eu des règles douloureuses. Par contre, j'ai eu d'autres symptômes. Donc déjà, j'avais pas toujours mes règles. Donc déjà, ça, c'est très piégeux, parce que pendant peut-être 6 mois, j'avais pas de règles. Donc du coup ça a noyé un peu le diagnostic. Et puis après les derniers symptômes, donc avant mon diagnostic, c'est que j'avais des nausées qui étaient tellement fortes que j'arrivais plus à me lever, que j'avais envie de vomir. J'ai même vomi, j'ai même fini aux urgences en me disant, j'avais l'impression que j'avais une dague. Bon là j'avais mal, mais c'est dans le dos, c'était pas dans le ventre, quoi. C'est pas les douleurs de règles, quoi. C'est comme une dague dans le dos qui me transperçait et je vomissais. Et je vais aux urgences et je dis, j'ai ça. Donc ils me disent, vous avez sûrement un calcul rénal, parce que on se disait, comme ça provoquait aussi j'avais toujours envie de faire pipi, parce que mon endométriose est placée vers la vessie. Donc du coup, ça appuie sur la vessie et sur le nerf sciatique. Enfin bref, il y a en plusieurs endroits. Et la magie de l'endométriose, elle se faufile à des endroits, voilà. Et donc du coup, ils me disaient à chaque fois, vous faites des calculs rénaux chroniques. Donc en plus, on est allé sur ce diagnostic-là. On est allé sur le diagnostic du gluten. Donc j'ai pas mangé de gluten pendant 10 ans. Genre pendant 10 ans, j'ai pas mangé de pizza, de pain, de choses que j'adore. Donc j'en mange peu toujours, parce que en fait, c'est de la nourriture inflammatoire. Oui, donc ça peut quand même te déclencher des crises et ça peut augmenter tes symptômes. Bah alors là, moi, alors oui, bien sûr. Quand je mange épicé, j'ai découvert ça. Avant, je mangeais pas du tout épicé. Là, récemment, j'ai commencé à manger épicé et ça m'a provoqué je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? T'as pas le droit au bonheur, en fait, voilà, en termes de nourriture. Ouais. Là, j'avais mangé vraiment épicé, j'ai pas l'habitude, donc du coup, je pense que ça l'a déclenché. Mais là, en fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance dans tout ce parcours, c'est que, en fait, j'ai été opérée, moi. Je suis une des rares, c'est un cas assez rare. Encore une fois, je suis pas médecin, je vais peut-être dire des bêtises médicales, donc m'en voulez pas, parce que j'ai pas trop les termes et je me suis pas trop plongée au bout d'un moment, j'ai arrêté de me plonger dans mon dossier médical parce que j'avais envie de passer à autre chose. Mais en gros, je crois qu'il y a très peu de personnes qui peuvent se faire opérer se faire retirer les endomètres. Et en gros, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une malformation de naissance d'un ovaire. Donc en gros, il y a une trompe qui était bouchée depuis toujours. Donc on l'a jamais vue. Genre, jamais ça a été vu. Alors que c'est un truc qui se voit direct à l'IRM. Genre, quand j'ai fait mon IRM pour savoir si j'avais de l'endométriose ou pas, le gars direct, il m'a dit, ah, mais vous avez ça en fait. Genre, tout ça. Et c'était un truc et il a pas compris que je me suis effondrée en pleurs. Parce que lui, il dit, ah, mais c'est entre guillemets juste ça, parce que c'est pas grave comme malformation. Ouais. C'est juste, j'ai un ovaire qui fonctionne pas, ce qui explique les règles. Les règles en décalé. Parce qu'en fait, du coup, j'avais un cycle sur 2 qui n'aboutissait pas et qui, du coup, probablement s'est réinjecté, on sait pas trop. Encore une fois, je me dis avec mes mots ce que j'ai compris de ce que m'a expliqué le médecin, et qu'en gros, c'est probablement ça qui a provoqué l'endométriose. Et au fur et à mesure, c'est devenu pire en pire, parce que ça continue, quoi, ça travaille. Et ce qui m'a provoqué, elle a touché aussi l'appendice. Et du coup, j'étais en inflammation chronique. En fait, j'avais une appendicite chronique, quoi. Et qui était de pire en pire. Et c'est ça, sûrement, les nausées, tous ces trucs-là. Et après, on m'a aussi expliqué que le fait que j'ai beaucoup de nausées, c'est qu'en fait, la douleur, c'est un signal électrique que le corps envoie au cerveau pour dire, t'as mal ici, fais attention, gère cette zone, quoi, en gros, soigne-toi. Et le truc, c'est que moi, j'ai dû avoir tellement mal la première fois que j'ai eu mes règles que mon cerveau, il a dit non, en fait, on va pas se faire du mal. Donc, c'est ce que m'a expliqué le médecin, encore une fois. Je suis pas médecin, voilà. Mais en gros, elle m'a dit, la médecin, que c'était sans doute un signal qui avait été modifié par le cerveau pour pas que je souffre. Et qu'en fait, la nausée, c'était des douleurs. Et qu'en fait, j'avais mal. Mais en fait, juste mon corps, il s'est habitué à la douleur. C'est fou, le corps humain est fou. Et j'avais ces douleurs, du coup, depuis toutes ces années. Et elle m'a dit, maintenant, dès que vous sentez un peu de nausée, vous prenez un Doliprane, parce qu'en fait, vous avez mal. Vous avez l'impression, moi, je prenais des anti-nausées, des trucs, j'ai pris plein de trucs, j'ai tout essayé. Ça marchait pas. Spoiler alerte. Et en fait, il fallait juste que je prenne des Doliprane ou des antidouleurs, en tout cas. Et si je les prenais assez tôt, et si je les prends encore assez tôt, ça allait mieux.
Mais ouais, tu l'as dit, l'endométriose, ça peut se caler, c'est pas uniquement sur l'utérus, ça peut se caler partout dans le corps. Oui. Du coup, c'est pour ça que les symptômes sont vraiment vastes et que le type de douleur est vraiment vaste aussi. Il y a des personnes, c'est autour de l'estomac, enfin, il y a vraiment plein de trucs, plein d'endroits dans le corps. Je crois que le truc qui m'avait... Non, mais c'est un vrai truc. Qui m'avait le plus étonnée, je crois, j'avais vu un cas extrêmement rare d'endométriose qui remontait jusque dans la paupière. Je crois que j'ai lu quelque chose. Ça avait été un cas extrêmement rare et vraiment je m'étais dit mais imagine, enfin on te parle d'une maladie qui est quand même censée être gynécologique, donc tu te dis c'est localisé à peu près par là, et de dire que ça peut aller jusqu'à impacter ta vue, ça prouve à quel point les ramifications du corps en fait sont impressionnantes, et en fait à quel point c'est une maladie qui peut être handicapante, bien au-delà des simples crampes d'estomac. Moi, la sciatique. Dont on parle. J'ai des sciatiques, de temps en temps, j'ai des sciatiques, parce qu'en fait, elle touche cette zone aussi, quoi, l'endométriose. Donc, moi, tu dis pas ça, quoi. Ça me parle quand tu parles de nausées qui représentent la douleur, en fait, que c'est la douleur. Parce que moi, je suis une grosse migraineuse. Et du coup, ça provoque des migraines, du coup. Un des premiers signes de ma nausée, généralement, ça va être, de ma migraine, ça va être une grosse nausée, voire des vomissements, qui sont, en fait, une expression de la douleur. Et effectivement, et tu le disais, t'as dit, je suis pas une chuchote et tout. Ce qui est hyper drôle, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent ça. C'est rarement des hommes qui disent ça. Et parce que les hommes, ils disent, moi, je suis un bonhomme. C'est ça. Mais en fait, en général, j'en parlais avec des copines il y a très récemment, mais en fait, aucune femme ne l'est. C'est-à-dire que entre l'expérience de l'endométriose, aller chez le gynéco, vivre tous les trucs qu'on vit perpétuellement, les migraines, trucs divers et variés de santé que les femmes ont de toute façon, quand tu tapes des cystites, des mycoses, des trucs, t'enchaînes toute ta vie d'adulte et même d'adolescente. En fait, en réalité, moi, c'est vrai que souvent, quand j'entends je suis pas une chuchote, en fait, je me dis, mais bien sûr. Ouais. Mais je veux dire, je le sais. Ouais. Je te vois et je le sais. Et je sais que tu gères la douleur et on gère toute une douleur qui est absurde. Et il devrait y avoir, il y a un truc dans la médecine qui existe, je sais pas si on t'a montré ça, c'est l'échelle de la douleur sur 10. Ah ouais, non. C'est un truc avec, du coup, c'est un peu pour, les médecins s'en servent pour les urgences quand ils... Ah oui, c'est voilà, vrai où t'en es sur la douleur, 10 étant un truc atroce, genre on t'arrache un membre sans anesthésie, et 0 étant pas de douleur. Et en fait, il devrait y avoir une échelle spécifique pour les femmes, puisqu'en réalité, on n'a pas la même perception. Non, et sur X Twitter, cette semaine, j'ai vu quelqu'un qui avait proposé, alors c'était pas médical, c'était quelqu'un d'extérieur à tout ça, qui proposait une échelle de la douleur spécifique aux malades chroniques. Parce qu'elle est différente aussi sur des gens qui ont l'habitude de souffrir tout le temps. Tu t'habitues. Moi, j'ai encore des douleurs. Donc oui, on a opéré on a retiré mon appendice qui était en inflammation perpétuelle. On l'a retiré. Donc là, c'était il y a 1 an et demi quand j'ai fait cette opération. Je la sens encore. T'as des douleurs fantômes ? C'est des douleurs fantômes en fait, et je sens qu'elles disparaissent au fur et à mesure. Mais j'ai encore des douleurs fantômes de ça, parce qu'ils ont quasiment tout le temps. Il reste encore un peu d'endométriose, mais dans une autre zone de mon corps. Donc c'est pas normal parce que c'est un point de côté en fait. C'est l'équivalent d'un point de côté, on va dire, à peu près, pour situer un peu. Et j'ai encore des douleurs, quoi. Mais parce que ça fait depuis que j'ai 13 ans que j'ai mal là, quoi. Donc, le corps s'est habitué. Du coup, t'as été opérée, mais est-ce que t'as un traitement ou quelque chose pour éviter que ça revienne ? La pilule. Tu prends la pilule ? Je prends la pilule. Je prends la pilule. C'est une obligation, en fait, souvent pour les femmes qui ont de l'endométriose. Ouais. Et il y en a pour qui ça marche pas. C'est pour ça que je demande. Parce que du coup, il y a plusieurs traitements qui tentent, mais tout ne marche pas. Déjà, moi, mes symptômes qui étaient les plus handicapants, c'était quand même la nausée. Et du coup, je pense qu'en enlevant l'appendice, ça a enlevé une bonne partie du problème. Après, ils m'ont dit qu'il en restait un peu. Et qu'ils ne savaient pas si ça allait grossir ou pas. Mais normalement, non. Parce qu'on m'a aussi retiré, du coup, l'ovaire qui posait problème. Donc en fait, on m'a enlevé un ovaire. C'est quand même, quand on est une femme, moi je sais pas, de 30 ans, je sais pas encore si je veux des enfants. À l'époque, j'étais en couple. En plus, je pense que ça m'a coûté mon couple parce que j'étais avec quelqu'un qui était plus fragile que moi. Malgré, c'est quelqu'un qui était assez fragile psychologiquement et qui avait l'habitude que je sois très présente pour lui. Je suis la femme forte du couple, on va le dire. Et quand moi je suis tombée malade parce que je dis tombée malade parce que je sais pas si on dit ça d'ailleurs, mais moi, en fait, mon cas, il s'est vraiment... En fait, je faisais des crises chaque année, et d'année en année, j'en ai fait de plus en plus. Et sur la dernière année avant mon diagnostic, j'étais en crise permanente, quoi, d'endométriose. Et du coup, là, on était ensemble dans cette période où j'ai commencé à me dégrader. Donc déjà,
du coup t'es mal tout le temps, tu pleures tout le temps, donc c'est pas cool. Enfin, en couple c'est compliqué quand même de vivre une situation comme ça. T'as pas envie de zéro libido. Genre à ce moment-là, le corps en fait il est en mode survie quoi. Tu peux pas penser à tout et quand t'as mal partout en fait la dernière chose que t'as envie c'est de t'envoyer en l'air. C'est Ken, ouais voilà, t'as pas du tout envie de baiser quoi. Et du coup alors que j'adore ça, enfin vraiment j'adore ça. C'est vraiment j'aime trop ça quoi. Et du coup je pense qu'il a pas compris lui. Enfin. Du jour au lendemain, j'ai plus envie, on sait pas ce que j'ai, je pleure tout le temps parce que j'ai mal. Et puis lui, il sait pas quoi faire. En plus, c'était aussi dur pour lui. Et puis il avait ses problèmes à lui aussi. Et en fait, j'étais plus la femme forte non plus. Et donc, il avait plus de repères, je pense. Mais et c'est comme ça. Et je pense que et j'ai aussi, une fois que je l'ai su, que je me suis fait opérer. Donc déjà, j'ai fait une crise de rechute derrière, mais apparemment, c'est assez normal. Enfin, j'ai refait une crise derrière. Et donc, du coup, là, moi, psychologiquement, ça a été super dur parce que je me suis dit, oh putain, je me suis fait opérer, tout ça pour ça. Et en fait, j'ai appelé la chirurgienne qui m'a opérée. Elle m'a dit, non, t'inquiète, c'est normal, ça arrive. Juste après, c'est normal, laisse un peu de temps et tu verras. Parce que et puis en fait, ton corps est habitué aussi. Et ton corps est habitué, il a des réflexes traumatiques, j'imagine. Et aussi, à ce moment-là, parce qu'il y a la première phase qui est, tu comprends ce que t'as. Donc déjà, tu le vis mal. Tu te dis, ah putain, ça va peut-être être compliqué d'avoir des enfants, on va m'enlever un ovaire. Enfin, tu vois, j'ai 32 ans. Tu dis que t'es jeune. Oui, c'est ça, c'est que tu dis, il reste longtemps, quoi. Ouais. Voilà, il y a ça. Il y a aussi la violence du parcours de soins. Enfin, putain, on est super maltraité, quoi. C'est une question que j'allais te poser parce que tu as dit un truc qui est quand même assez symptomatique de la médecine actuelle tout à l'heure, c'est que quand tu as été passé ton IRM, ils t'ont dit bah oui, vous avez un ovaire qui fonctionne pas et ils t'ont balancé ça comme ça. Moi, j'ai eu une expérience un petit peu similaire quand on m'a diagnostiqué de mon SOPK où vraiment j'étais allée passer une échographie de contrôle pour un truc qui n'avait rien à voir et l'échographe me fait ah ouais, on voit bien vos kystes et moi j'étais là en mode quel kyste, de quoi on parle? Mais ouais, c'est super violent. Et en fait, voilà, c'est pas forcément c'est des gens qui font de l'imagerie, qui ont une tendance à dire ce genre oui, parce de qu'en choses. fait, eux, ils voient les diagnostics toute la journée et ils pensent que tu sais que tu vas chercher ça. Et moi, je savais pas ce que je cherchais, mais moi, j'ai eu de la chance parce que pour le coup, l'échographe s'est répandu en excuses quand je lui ai dit que j'étais pas du tout au courant. Il a pris le temps de m'emmener dans son bureau, de m'expliquer, de me montrer sur les échographies. Voilà, il avait fait des photos pour me montrer exactement à quoi ça correspondait. Et du coup, je suis tombée sur quelqu'un de vraiment pédagogue qui a pris le temps de m'expliquer, de me laisser me remettre un petit peu du choc. Parce que comme c'était dans un parcours de PMA, on te dit vous avez un SOPK. SOPK, souvent tu te dis c'est associé à des problèmes de fertilité, donc tu te dis est-ce que voilà ça va fonctionner. Et puis comme on n'est pas encore une fois pas médecin et tout, donc du coup t'as plein de trucs qui, tu sais, d'idées reçues, des choses que tu sais pas, mais ça me fait penser à un truc, c'est que il y a 13 ans, quand j'ai fait quand j'avais 13 ans, 14 ans, je sais plus trop, quand j'ai fait une de mes premières crises, j'ai été à l'hôpital. Je me souviens, parce que j'avais ces douleurs dans le dos, enfin bref, j'avais ces douleurs qui étaient déjà là. Je me souviens que je suis passée par un service gynécologique, c'était à Compiègne, là où j'ai grandi, en Picardie, voilà, pour situer. Alors, à l'hôpital de Compiègne ? Pas l'hôpital, c'était une clinique. Parce que j'ai un très mauvais souvenir de l'hôpital. C'est la clinique Saint-Côme. Eh ben, j'ai accouché à cette clinique. C'est pas vrai? Eh bien oui, le monde est petit. C'est fou. Alors par contre, c'est très confortable, hein. Ah, c'est une très belle clinique. Franchement, c'est super. Mais l'hôpital de Compiègne, tu viens de c'est un autre délire. Non, j'habitais là-bas pendant 2 ans, juste le temps où j'ai eu un enfant, du coup. Mais non, dingue. Mais du coup, ouais, vraiment, moi, j'ai eu des gros problèmes de maltraitance médicale gynécologique à l'hôpital de Compiègne. Ah, bah, alors, moi, je pense pas que c'était de la maltraitance. Après, j'étais très jeune. À la clinique, non. À la clinique, ils sont très bien. Mais l'hôpital, ouais. Ok, ouais, moi c'était à la clinique et le mec était bien. C'était le genre de gynéco que j'avais apprécié parce que la première fois que j'avais fait un rendez-vous, il m'avait dit est-ce que vous voulez que je vous ausculte, j'arrive pas à le dire, dyslexique, que je vous examine. Joli. Et en fait, ça m'avait mis tellement en confiance que j'avais dit oui. Mais j'avais apprécié la démarche. Tous les gynécos font pas ça, surtout quand t'es une jeune femme jeune ado. En plus, alors maintenant, c'est obligatoire. Ah ok, je savais. C'est dans les nouvelles pratiques. Ok, bah tu vois ça, à l'époque. Après, on le dit. Avant que ce soit rentré dans les, voilà, c'est ça. Avant que ça rentre dans les mœurs, on n'est pas là tout de suite. Moi, qui ai eu droit à 15 examens gynécologiques dans les 6 derniers mois, ils me l'ont demandé à chaque fois. Ah, c'est cool. Ils me proposent même maintenant de m'auto-insérer le spéculum. Oh, voilà. En même temps, vrai, maintenant, c'est comme tu disais, il y a du monde qui passe. Donc, tu sais faire maintenant. Enfin, Petite phrase dans le dernier épisode du podcast où j'expliquais qu'il y avait du trafic
En ce moment, ça a fait mourir de rire les auditeurs et les auditrices. J'adore. Ben oui, mais c'est vrai. Mais du coup, j'imagine qu'effectivement, tu peux. En fait, en vrai, on peut s'en serrer un spéculum. Enfin, oui. Je veux dire, c'est pas si compliqué. Non, c'est ça. Mais et je pense que ça, peut-être que ça a un côté impressionnant quand on te le propose comme ça. T'as l'air de dire, c'est pas mon travail. Mais je pense que si on donnait ce geste plus souvent, même aux jeunes, ça dédramatiserait un peu le truc. D'enlever le truc. Justement, il y a même maintenant des gynécos qui proposent de donner à leurs jeunes patientes des spéculums en plastique pour qu'elles puissent s'entraîner à domicile avant un examen, notamment avant un frottis ou quoi. Le sextoy maudit. Ouais. Genre vraiment le truc. T'es contente. Je vois lesquels, les transparents là en plastoc et tout. Ouais. Mais oui, bien sûr. Mais c'est une très bonne idée. Mais aussi parce que même l'avoir en main, je pense que c'est vachement moins impressionnant. Ça démystifie un peu l'objet. De juste soit la sensation quand tu regardes pas, parce que quand t'as peur de regarder ce qu'ils font. Ouais, du coup t'as un truc froid qui arrive. Et puis alors, moi, la première fois que mon gynéco il m'a sorti le spéculum, il était là, on va mettre ça, et j'étais là. Moi, le premier, c'est en métal en plus. Oui, pareil. Et mais ils sont super froids. Oui. Alors, ils sont très froids. Et en plus, il y a des tailles différentes. Torture, hein. Et moi, c'était la gynéco de ma mère à l'époque et j'avais une 15aine d'années, un peu avant. Et elle m'a dit, j'ai plus le petit, il me reste que le moyen, je vous mets le moyen direct. Et donc, on était dans un délire et on demandait pas le consentement, évidemment. Ouais, non. Et en plus, est-ce que c'était vraiment nécessaire? On sait maintenant que tous ces examens ne sont pas forcément nécessaires tout le temps. Pas toujours, non. Mais quand t'es dans un process comme toi, ou toi, Laetitia, avec la PMA, c'est des trucs où tu t'es obligé d'y passer, quoi. Tu sais. Mais du coup, pour en revenir à l'histoire de Compiègne, du coup, j'avais failli me faire opérer. Je me souviens, j'étais en route pour aller au bloc opératoire pour me faire opérer de l'appendice parce qu'il s'était dit, c'est une crise d'appendicite, on va la faire opérer. Et juste avant d'entrer dans le bloc, il m'avait rasé, il m'avait nettoyé. Enfin, tu vois, j'allais partir au bloc pour me faire opérer. Et donc, peut-être qu'à ce moment-là, il l'aurait vu. Après, à cette époque-là, je sais pas si on avait la connaissance médicale pour voir ce genre de choses, mais je pense quand même, il y a 15 ans, même si c'était moins commun, si c'était pas des spécialistes, c'est possible que... Mais il y avait quand même un gynéco qui était dans le process, donc je sais pas trop. Et là, ils ont arrêté le truc, genre avant, je rentre dans le bloc opératoire, ils ont dit non. Finalement, on va faire une échographie. Ils ont fait une échographie, là, ils ont dit c'est un kyste qui a explosé. Croire à un épisode de Grey's Anatomy. Non, mais tu vois, genre... Vraiment, genre... Et c'est là que tu vois la médecine. Moi, j'ai grandi, mais je pense que vous aussi, dans un truc où les médecins disaient forcément des trucs intelligents et qui étaient justes, et qui étaient la vérité, tu vois. Toujours. Et du coup, après, quand tu rentres dans des process médicaux comme ça, tu te rends compte qu'ils tâtonnent vachement et qu'en fait, il y a plein de trucs qu'ils découvrent en même temps. En fait, ils sont sur ChatGPT derrière l'ordi. Genre, ils tapent en plissant les yeux et en fait, ChatGPT... Et en fait, récemment, il y a des médecins qui m'ont dit que c'était même plus fiable que certains médecins. Donc, il y a débat là-dessus sur cette pratique. Mais le fait est que, les médecins, en fait, ils apprennent en même temps que toi. Et si t'es un cas un peu particulier, comme toi tu l'es, mais en fait comme quasiment tous les cas de ces maladies-là, t'es un cas particulier, du coup, ils sont pas si bons, quoi. Non, mais tu vois, quand je l'ai eu, là, du coup, et donc, ils l'ont même pas vu à ce moment-là, du coup, tu vois, parce que j'étais en examen de trucs gynéco, ils ont même pas vu à ce moment-là que j'avais déjà une malformation qui se voyait quand même. Ça, c'est fou. Et de deux, ils ont pas vu l'endométriose et qu'ils étaient sur le point de m'opérer. Bref, donc j'aurais pu peut-être avoir le diagnostic il y a plus de 15 ans. Donc ça m'a mis dans une colère quand après j'ai compris, en fait, après l'opération, je me suis dit, mais la violence du truc, quoi. Et quand j'ai eu ma première IRM pour chercher le diagnostic d'endométriose, ce que j'ai fait, c'est que, du coup, là, je me suis dit, ok, je vais faire 3 diagnostics. Je vais aller voir 3 personnes différentes. Je suis allée voir un gynéco, 2 sages-femmes. Et après, une chirurgienne, qui a été finalement celle qui m'a opérée. Meuf incroyable. J'ai été voir donc un gynéco. Il m'a envoyé chier. Mais quand je suis venue avec l'IRM, où tu vois l'endométriose, où tu vois ma malformation, il m'a dit non, vous avez rien du tout, j'ai des patientes comme vous tout le temps, il n'y a aucun problème. Et il m'a sorti de son cabinet, j'ai dit, mais enfin, je vous dis que je peux pas vivre avec ces douleurs, je peux pas faire ça. Il est rue Colincourt. Est-ce qu'il t'a mis un petit taquet en disant, non, mais de toute façon, vous êtes une hystérique, c'est à la mode, c'est un diagnostic. C'était sous-entendu, tu vois. C'était un peu sous-entendu, il m'a parlé comme de la merde. En gros, enfin, je lui disais que j'avais mal et que je peux pas vivre comme ça. Il me dit non, mais il y a tellement d'autres femmes qui arrivent. Et je suis allée voir ensuite 2 autres sages-femmes, 2 hommes d'ailleurs. Il y en a un qui m'a fait un petit examen avec une caméra, là, une sextoy caméra, quoi. Oui, les échographies endovaginales. Voilà, celle-là. J'aime beaucoup, je préfère sextoy caméra. Je suis pas médecin. Et j'ai dit, je suis pas médecin. C'est comme ça que j'en parle à mes potes aussi. Je suis très familière avec le process.
Ouais, bref. Ça me fait penser à un film de Gaspard Noé. Là, ces plans sont mythiques. Complètement. Parlons-en, ils sont mythiques. J'étais choquée, je me suis pris une bite dans la tête au ciné, j'étais en mode waouh. Je m'attendais pas à ça, pas comme ça en tout cas. Je précise, c'est dans le film. Comment il s'appelle ? Enter the Void. Je crois que c'est aussi dans son autre. Dans Love. Ouais. Probablement. Il refait ce plan, mais la première fois c'était dans Enter the Void. C'est vrai. Incroyable film. Qui est très très beau à voir aussi. Ouais. Et le sage-femme qui est censé avoir moins fait d'études que le gynéco, qui était beaucoup plus sympa d'ailleurs, lui il a dit on voit direct que vous avez une endométriose. Je dis le gynéco il m'a dit que non. Et bon, forcément toi dans ta tête tu connais un peu la hiérarchie. Oui c'est ça, tu dis qu'il y a une hiérarchie. Tu dis c'est peut-être plutôt le gynéco, c'est sa spécialité, enfin tu vois quand même. Et là, il y a lui qui me dit ça, et moi, je sais ce que je ressens aussi dans mon corps, donc je me dis, c'est peut-être plutôt ça, et donc je suis allée voir une troisième personne, et qui m'a confirmé, non, mais là, endométriose, et en plus, essaye pas de faire un gamin maintenant, parce qu'en fait, ta malformation fait que t'as un très fort risque de grossesse extra-utérine, super dangereux, et que ça, le gynéco, à aucun moment, il me l'a dit, en fait. Donc, j'étais, mais dans une colère, et en fait, ça m'a remise dans la tête toutes les fois où je suis allée plein de fois aux urgences. Tu sais, t'as des souvenirs qui reviennent, du coup, où en fait, combien de fois je suis allée aux urgences avec des douleurs, et tu te dis j'ai ça, et qu'on m'a dit vous êtes angoissée, allez à la piscine. Je me suis inscrite à la piscine du coup. J'adore ça maintenant. Non mais voilà, et en fait mais vous êtes anxieuse, vous êtes donc c'est un peu le new you are hystérique quoi. Et d'une autre façon, quoi, en mode, il me disait que j'étais angoissée, que j'étais stressée. Ah, vous venez de rompre, ça doit être ça, vous devez somatiser un truc. Non, en fait, j'ai une hémorragie interne, un cycle sur 2. Plutôt que de penser qu'on a un problème gynécologique, en fait. J'ai des douleurs qui font que j'ai une crise d'appendicite constante, plusieurs fois par an, ou plus constante selon les périodes. C'est lunaire de se dire ça. Et voilà, mais j'ai eu aussi la chance, parce que je vais pas blâmer tous les professionnels de santé par qui je suis passée, même s'il y en a beaucoup qui ont été très violents, mais il y en a aussi qui ont été extraordinaires, et notamment, à la base c'était une copine, c'était même pas dans mon parcours de soins que je l'ai rencontrée, mais c'est une copine à moi que j'ai rencontrée dans le milieu de la musique, parce qu'elle chante, elle fait de la musique, et elle est urgentiste, et je l'ai rencontrée à la période où j'avais une crise constante, et c'est elle qui m'a dit, la prochaine crise, tu vas venir à mon hôpital et je vais pas te lâcher tant que je sais pas ce que tu as. J'ai passé, je crois, 12 heures à l'hôpital, j'ai passé dans tous les services des urgences à faire plein de tests et tout. Et c'est elle qui m'a, mais c'est parce que je la connaissais. Elle aurait pas fait ça. On lui dédicace cet épisode. Abby, merci, tu m'as sauvé la vie. et au bout d'un moment, elle a plutôt écarté tout ce qu'on savait pas, parce que du coup j'avais moi aussi des grosses migraines, donc ils sont allés vérifier si j'avais pas un problème de cerveau, si j'avais pas une tumeur à l'estomac, parce que je lui disais j'ai des diarrhées, j'ai ci, j'ai ça, j'ai machin, que des trucs comme ça. Et au bout d'un moment elle a tout exclu, elle a dit bon, pour moi c'est gynécologique, donc je t'envoie voir telle personne, et après j'ai aussi la chance d'avoir un gros réseau de personnes dans le milieu de la santé, dans le secteur médical, parce qu'à l'époque j'étais dans les syndicats étudiants, j'étais syndicaliste étudiante, et on avait le syndicat des sages-femmes, le syndicat des médecins, le syndicat des internes en médecine, et du coup j'ai tout un panel de professionnels de santé qui étaient mes amis à la fac, et du coup j'ai su qui appeler, et j'ai eu cette chance, et tout le monde n'a pas cette chance, parce qu'en fait le premier réflexe qu'on a, c'est qu'on va sur Doctolib, on regarde, tu vois, le gynéco que j'ai été voir rue Colincourt, et qui m'a envoyé chier, et qui en fait est dangereux. Ce mec est dangereux, je suis désolée, pour moi c'est dangereux en fait ce qu'il a fait. C'est dangereux quoi. Et puis même là, tu vois, t'as eu des rendez-vous et t'as pu à l'hôpital et tout machin, mais dès que t'es dans un endroit un peu plus perdu, tu parlais de Compiègne ou de trucs comme ça, il y a des endroits où choper un rendez-vous avec un gynéco, une sage-femme, un sage-femme, que dalle. Et du coup là, ce qu'on peut le dire, je crois qu'on l'a déjà dit dans ce podcast, mais on peut le redire, il y a un site internet qui s'appelle Gynenco, qui répertorie les gynécos safe. Avec des classifications. J'aurais aimé le savoir. C'est-à-dire gynéco pas transphobe, gynéco pas grossophobe, gynéco qui raconte pas trop de conneries ou qui accepte aussi. Avant, c'était de poser un stérilet à une femme qui a pas d'enfant. Oui. Il y a toute une liste comme ça de gynéco. J'en parlerai après, mais par exemple, t'as quand même des gynécos qui te disent aujourd'hui prendre la pilule en continu, c'est pas bien. Alors que moi, ma chirurgienne a dit, mais pas du tout. Il y a plein de médecins qui m'ont dit, mais pas du tout, vous voulez la prendre en continu, la pilule, ça ne pose aucun problème, en fait. C'est pour ça qu'il faut le dire. Les médecins n'ont pas la science infuse, justement. Ils l'apprennent, cette science, qu'il y a des moments où ils apprennent des conneries aussi, que ça évolue, que certains n'acceptent pas aussi de se former de façon perpétuelle, parce qu'il y en a qui le font, mais il y en a qui le font pas. Et ils ont leurs propres croyances. Ouais. Et c'est la raison aussi pour laquelle il y a des spécialistes. C'est qu'en fait, les médecins généralistes sont très bien quand il s'agit de diagnostiquer plein de trucs ou d'avoir une première idée
quand on a déjà des symptômes, etc. Mais après, ils peuvent pas connaître toutes les pathologies non plus, tous les traitements non plus. Et c'est pour ça qu'en fait, même au niveau des gynécologues, il y en a plein qui connaissent pas toutes les spécificités parce que il faut avoir des formations qui sont hyper spécifiques sur plein de choses. Et typiquement, l'endométriose, ça demande des formations en plus du cursus de gynécologie. Parce que c'est considéré comme quelque chose de presque anecdotique, ce qui est terrible quand on sait que ça considère que ça concerne une personne sur 10 qui a un utérus. Tu vois, si c'était les mecs, tu vois, au sens si c'est un homme, c'est ça. Ce serait pas la même chose. Et quand puis, tu sais que tu as une étude sur l'endométriose pour, je crois que c'est 1000 sur les troubles érectiles. Oui. Désolée, moi, ça me fait câbler, je suis encore en colère, tu vois. Je ne redescends pas de cette news. Puis il y a une différence entre trouble érectile, qui est un truc qui est pas douloureux, c'est douloureux peut-être pour l'ego, mais pas douloureux physiquement, et l'endométriose qui te pourrit la vie et qui te fait souffrir. Pourrit la vie, quoi. C'est une maladie. Un trouble érectile, ça peut être lié à des maladies, mais le fait est que juste un trouble érectile, c'est comme ça, quoi. Il y a aussi cette réalité dont on a déjà parlé plusieurs fois sur le monde de la médecine et le monde de la science en règle générale, c'est que la plupart des études scientifiques qui sont menées sont faites sur la base d'une population masculine, sur la base d'une population hétérosexuelle, sur la base d'une population cisgenre. Et du coup, en fait, il y a plein de zones d'ombre qui existent, qui fait que, on sait pas exactement comment ça fonctionne pour le corps des femmes cis, encore moins pour le corps des personnes trans, évidemment, mais ça, c'est tout un autre débat dans lequel on va pas s'embarquer tout de suite parce que sinon, on n'a pas fini. Mais typiquement, par exemple, les posologies des médicaments sont calculées sur les corps masculins cisgenres. Ouais, même des médicaments. Énormé. Donc, il y a des trucs, moi j'avais lu sur que sur les corps gros, par exemple, que la posologie des médicaments était complètement fuckée, que personne n'avait idée de ce qu'il fallait réellement. Comme d'ailleurs, là pour parler légèrement de grossophobie, mais il y a le matériel pour se faire prendre l'attention, les tables d'examen ne sont pas adaptées à un public gros. Oui, ou quand on te dit que la pilule n'est pas adaptée aux personnes qui ont au-dessus d'un certain IMC, alors que juste en revoyant les dosages, en fait, ça peut fonctionner. Alors que l'IMC, il est très bas d'ailleurs. C'est quoi, ça doit être... C'est à 25, je crois, entre 25 et 20. Au-dessus de 28, je crois, ils te disent que la pilule que ça marche plus, moins bien. Tout à fait. Ouais. Et ça, on le dit pas d'ailleurs. On le dit pas vraiment, ils le disent pas tant. J'ai jamais entendu parler de ça, tu vois. Bah, tu vois. C'est un truc de fou. Et moi, j'ai eu un parcours d'errance médicale lié à une maladie inflammatoire qui n'était pas l'endométriose. J'ai vu des spécialistes de tous les trucs, un peu comme toi. C'est-à-dire que j'avais des symptômes à plein d'organes différents. Du coup, je voyais plein de spécialistes des organes spécifiques. Et donc, mais en vrai, les plus gros cons sur lesquels je suis tombée dans le milieu médical, c'était les spécialistes. Ils sont persuadés d'avoir la science infuse, en fait. Ouais, et c'était vraiment le stomato, les mecs qui géraient les trucs comme ça et tout. Vraiment, mais des enfers, parce que les mecs te regardaient, ils niaient ta douleur, exactement comme dans ton parcours. Parce que quand t'es une femme qui dit que t'as mal, je sais pas pourquoi ils te prennent pas au sérieux. Je sais même pas pourquoi, parce qu'en réalité, médicalement, ça n'a aucun sens presque. Et du coup, voilà, bien sûr, sexisme. Et moi, la première réponse que j'ai eue sur tous les trucs, toi, on t'a dit faites de la piscine, arrêtez d'être stressé. Moi, on m'a dit arrêtez d'être stressé, ça on me l'a beaucoup dit. Ah, on t'a pas dit la piscine? Non, on m'a dit perdre du poids. Ça te ferait du bien aussi la piscine, mais ça fait vachement déstressé, ça rend vachement zen. Hein. Et puis surtout, quand t'as une maladie inflammatoire, en vrai, on sait. Après, le fait est qu'il y a, ils ont pas raison de nous dire ça, c'est complètement de la merde. Mais il y a un élément, tu pourras le dire aussi, je pense, c'est que en fait, tu vois, ton alimentation, quand tu l'as adaptée, t'avais peut-être moins de crises. Ouais, mais c'est moi qui l'ai adaptée toute seule. Hein. Pour le coup, personne ne m'a dit fais ci, fais ça. Même les personnes qui m'ont posé le diagnostic, derrière, ils m'ont pas dit quoi faire. Ils t'ont pas fait une liste des trucs. Mais bien sûr, ils m'ont pas dit quoi faire. Qui allait voir, c'est moi qui ai dû appeler un copain qui est à l'époque était président de l'ordre des sages-femmes, donc je savais il savait ces trucs-là, il savait vers qui m'orienter. J'ai dit écoute, j'ai ça et ça. C'est bon, on m'a juste donné mon diagnostic et on m'a dit ciao, bonsoir. Hein. Et derrière tu te démerdes, ma belle. Et en fait, moi je me suis dit en fait je vais pas me laisser faire et je vais pas en rester là. J'étais trop vénère, je suis un peu nerveuse. Je fais pas assez de piscine. Ouais, c'est ça. Ouais, en vrai, ça fait un moment que j'ai pas été. Et en ce moment, la rentrée, elle est un peu. Et du coup, il faut que je retourne à la piscine. Et c'est parce que moi, je me suis accrochée parce que j'ai demandé à avoir des bons spécialistes, des bonnes spécialistes en l'occurrence, parce que c'est quand même plutôt des femmes et des queers qui ont été bienveillants et bienveillantes dans mon parcours de soins. Et désolée de le dire, mais c'est vrai, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon histoire.
Et c'était des queers et des femmes. C'est pas ici qu'on va te dire le contraire. Non. Et on parle de vécu, c'est-à-dire que c'est pas de la misandrie. Oui, c'est pour le coup, c'est malheureusement du vécu. Tu vois, après, il y a eu un gynéco aussi qui je pense qui était hétéro aussi. C'est encore, je peux. Non, mais il y en a qu'on peut sauver. Évidemment qu'il y en a qu'on peut sauver. On n'est pas en train de foutre une profession sous le bus, mais hashtag not all men. Non, mais le fait est que malheureusement, c'est pas assuré en tout cas que tu tombes sur un médecin safe. Ouais. Et du coup, je sais plus où je voulais en venir. Mais on parlait de l'alimentation et oui. Et du coup, c'est alors j'ai trouvé des pages sur Instagram, et après du coup j'ai fait le lien avec le gluten aussi quand même. Et ça je l'ai fait un peu toute seule ce lien en me disant mais attends quand même parce que t'avais quand même des vraies douleurs liées. Enfin ça va beaucoup mieux depuis que tu ne manges pas de gluten quand même en 10 ans. Si j'ai arrêté de manger du gluten pendant 10 ans c'est que quand même ça allait mieux. Et en fait j'ai capté qu'il y avait des périodes où je pouvais en manger, des périodes où je pouvais pas en manger parce que je l'ai remis dans mon alimentation parce que j'aime trop les pizzas, j'aime trop le pain. Enfin tu vois, c'est du bonheur aussi. Et c'était un vrai bonheur de recommencer à manger ça, d'ailleurs. Mais je sens qu'il y a des périodes où, déjà, quand je suis très sensible ou quand j'ai un petit peu mal, parce que j'ai encore un peu mal, j'ai beaucoup moins mal qu'avant. J'ai plein de symptômes qui ont disparu et franchement, je revis. Donc, encore merci à Abigail, l'urgentiste qui m'a sauvé la vie, quoi. Mais j'ai dû apprendre, là, tu vois, récemment, j'ai découvert que les épices, pareil, c'était inflammatoire. Parfois, quand je bois 2 verres d'alcool, derrière, je suis tout de suite mal, donc ou le lendemain j'ai une grosse gueule de bois alors que j'ai bu que 2 verres, alors que je sais que je tiens mieux à l'alcool que ça quand même, je suis une teufeuse et du coup ça dépend en fait, il y a des périodes où tu sens que tu peux, des périodes où tu sens, il faut s'écouter. En fait t'apprends à t'écouter, ça c'est un truc où j'ai vachement appris à écouter mon corps, à voir des signes un peu. Aussi, j'ai minci. Moi, il se trouve que je pense que ça a réglé les hormones. Donc, j'ai pas vérifié médicalement si c'était lié ou pas, mais je fais pas particulièrement plus de sport qu'avant. C'est vrai que je fais attention à ce que je mange, évidemment, parce que il faut gérer cette inflammation. Mais du coup, je pense que ça a aussi régulé parce que moi, j'avais des grosses oscillations, des grandes oscillations de poids. Je crois que l'endométriose a des gros impacts sur la rétention d'eau. Je suis pas 100% sûre parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé dans les études. Mais généralement, si tu gonfles, que tu perds du poids rapidement, que t'en reprends rapidement, c'est souvent de la rétention d'eau. Ouais, j'ai jamais trop analysé le truc, mais c'est vrai que j'avais des... Et ça, d'ailleurs, c'est un truc, on en a parlé récemment avec ma mère parce que du coup, depuis l'adolescence, j'avais mon poids, il oscillait tellement et ma mère me foutait vachement la pression sur le poids, mais comme elle aussi les enfants des années 90. Oui, voilà, elle vient de cette génération et elle s'en est vachement voulu. Enfin, on en a vraiment parlé. Elle m'a pleuré dans les bras en me disant je suis désolée de t'avoir mis la pression là-dessus et merci maman parce que qu'elle ait reconnu ça aussi. Parce que je lui ai dit oui, en fait, ça a été dur parce que c'était pas de ma faute en fait. Et quand même, ça aurait été de ma faute. Ça reste un peu grossophobe quand même, mais elle vient pas de la même génération et on peut pas en vouloir. Et il faut juste être pédagogique et leur expliquer pourquoi c'était pas ok. Mais du coup, moi, j'ai eu un gros truc depuis le lycée où on me parlait de mon poids, où on me parlait parce que vraiment c'était de 0 à 15 kilos. Hein. Donc c'est quand même, ça se voit quoi. Et là, j'ai pas mal minci depuis 1 an et demi en fait. Et je pense que c'est mon poids. Je sais pas, normal, mon poids de croisière. Mais voilà, et sans trop faire de sport et en me faisant kiffer quand je mange, quoi. Mais c'est vrai que c'est les souffrances collatérales de l'endométriose, en fait, que en fait, on m'a dit que ouais, mais tu manges trop, tu manges ci, tu manges ça. Je me suis privée, j'allais mal, j'étais mal dans mon corps, du coup, j'ai eu des gros problèmes de confiance en moi, du coup, parce que quand on ne parle que de ton poids et qui fait des oscillations et que les autres jeunes filles et les autres ados, elles ont pas ça, tu vois, au lycée, elles étaient toutes fit et tout. Ouais, mais je prenais 15 kilos d'un coup et après ça repartait peut-être un peu, c'était bizarre, quoi. Et du coup, j'avais la pression un peu de la famille, disait ouais, mais attends, t'es pas sportive, ou tu manges trop, ou fais attention, et du coup, je me privais. Mais en fait, c'est pas bien de faire ça parce que ça règle en rien le problème. Déjà pour moi, ça fonctionnait pas, mais en plus, ça fonctionne pas même dans un. Tu vois, il y a plein de choses qui. Ça marchait pas en tout cas. Et du coup, tu parlais de confiance en toi, mais au niveau de ta sexualité, au niveau de la façon dont tu t'es construite par rapport à ça a joué? Je pense pas, parce que j'avais déjà bien construit ma sexualité. Tu vois, comme j'avais pas fait le lien, si tu veux, pas tant pour moi. Par contre, j'avais mal quand je faisais du sexe, quand on tapait dans le fond, ça faisait mal. Tout le temps? Ouais. Et en fait, mais ça faisait pas genre super mal, j'avais une douleur, mais je pense que comme je m'étais tellement habituée aux douleurs, en fait, pour moi, c'était peut-être un peu normal, tu vois. Mais c'est vrai que quand ça allait quand j'ai eu des relations où ça allait un peu fort, tu vois, différentes façons de faire du sexe, en tout cas, quand on y allait fort avec mes différents partenaires, je le sentais et du coup, il fallait que je ralentisse un peu.
et que je fasse comprendre à mon partenaire que ça allait un peu trop fort. Et... Donc oui, ça a eu un impact en fait, mais c'est vrai que je m'en suis pas rendu compte, j'ai pas fait le lien, alors que c'est un des premiers trucs, les douleurs pendant le sexe, en vrai, en tout cas une pénétration vaginale, j'entends. Normalement, ça devrait alerter quand même. Mais c'est ce qu'on dit aussi d'ailleurs, je fais la parenthèse là-dessus, mais avoir mal pendant ses règles, c'est pas normal non plus. Oui, voilà, en plus. Voilà, en gros, avoir mal, ça n'est pas normal. C'est pas normal. Et ça doit alerter sur qu'il y a un truc, même si ça peut être un petit truc. Mais le fait est que, en tout cas, on doit se poser des questions, quoi. Et après, oui, et puis après, quand il y avait les périodes où j'avais les crises, là, du coup, j'avais plus de libido. Alors que j'adore le sexe. Et j'adore ça. Et du coup, j'avais plus du tout de libido. Et il y a quand même eu ce truc où j'ai l'impression... Enfin, quand j'étais dans toute cette période, que ce soit entre la fin de l'errance du diagnostic et après même, parce qu'après l'opération, moi j'ai eu encore mal pendant 6 mois, 1 an à peu près, j'avais encore des douleurs. C'était lié à l'opération en fait. Et du coup, pas de libido quoi. Et je me suis dit, mais je suis cassée. Et ça c'était plus psychologique où je me dis, j'adore faire ça, j'adore le sexe, j'adore ces trucs-là. Mais je n'ai aucune envie. Et c'est même pas que j'ai envie d'une pénétration vaginale, j'avais même pas envie de faire du sexe oral, ou je désirais même personne en fait. Et ça a été super compliqué parce que je me suis dit en fait peut-être que j'aurais plus jamais de sexualité, alors que j'adore ça parce que c'est pas un problème de pas avoir de sexualité. Il y a plein de gens, moi j'ai plein d'amis qui ont pas de sexualité, ça leur va très bien, c'est leur façon de vivre et ils sont complètement, ils sont heureux comme ça, heureux et heureuses. Mais moi, il se trouve que j'adore ça et je me suis dit, ah non, je vais me priver de ça. Et j'avais l'impression d'être cassée, qu'il y avait quelque chose qui s'était cassé et que ça reviendrait peut-être pas. Et c'est revenu. Alors, tu nous l'as pas dit, mais est-ce que tu as été suivie par un psy pendant cette période où... Non, et j'aurais dû. Parce qu'en plus, à la même période, je sais pas si je l'avais raconté Laetitia, mais il m'est arrivé une histoire de fou. C'est que donc mon diagnostic final a été posé à l'hôpital Tenon. C'est à Tenon que j'ai rencontré une chirurgienne gynécologue. On adore les gens de Tenon ici. Ouais, c'est vrai. C'est là-bas que je suis suivie moi pour ma PMA. Moi aussi, leur équipe gynécologique est absolument formidable. J'ai été trop moi, bien je suis team Cochin, j'avoue, mais bon, du coup, voilà, on respecte. Cœur sur Cochin. Il y a des très bons. La PHP, on vous aime. Voilà, on vous kiffe trop. Sponsorisez-nous. Grave. Et en fait, donc j'avais rendez-vous l'après-midi pour aller voir cette chirurgienne et c'est elle qui allait. J'avais vu les 3 spécialistes pour savoir parce que j'avais fait l'IRM. Et il fallait que je voie des spécialistes pour savoir exactement ce que j'avais et qu'est-ce qu'on faisait après. Donc, j'avais vu les 3, donc un gynéco, 2 sages-femmes. Et là, elle, c'était vraiment la chirurgienne parce que j'ai un pote qui m'a dit, non, on va voir cette personne-là, elle va te dire quoi faire. Voilà. Et donc, j'avais rendez-vous l'après-midi. Et donc, le matin, je suis allée travailler. Et en allant travailler, j'ai eu un accident de vélo. Je me rappelle, sur l'avenue. Alors, portez un casque. Je fais de la prévention. Parce que même avec le casque, j'ai perdu connaissance. Ok. Je me suis réveillée, il y a les pompiers, les flics, j'avais la clavicule cassée, la hanche cassée, enfin, bref, j'ai eu des séquelles pendant longtemps de ça, donc je me suis mangé ce putain d'accident pendant tout ce diagnostic. Et le karma, il s'est dit, ce jour-là, t'en as pas assez pris. Ah ouais. C'est ça. C'était une belle journée. Ah ouais, le 1er février 2024, l'enfer. Et du coup, ils m'ont amené à l'hôpital Tenon en plus. Donc je suis retrouvée à l'hôpital Tenon, genre quelques heures avant mon rendez-vous. Ça tombe bien, j'allais là. Du coup, t'as pris un raccourci. Du coup, moi je suis en train de faire les radios. Non, mais c'est complètement fou cette histoire. Je suis en train de faire les radios. Là, il y a une dame, elle vient me voir avec un plâtre autour des doigts. Elle me dit, en tombant, vous m'avez percuté. Du coup, vous m'avez cassé 3 doigts. Oh. Et moi, déjà, j'étais trop mal. Bah oui. Donc là, c'était une dame un peu âgée et tout. Tu étais là en mode, mais oh non, qui suis-je, qu'ai-je fait? T'as l'impression que t'étais bourré, que tu sais pas ce que t'as fait la veille, quoi. Et elle me dit, je travaille dans la lutte contre le VIH/SIDA. Elle était chercheuse en infectiologie, tu vois. Moi, à l'époque, je bossais pour Solidarité SIDA. Je me souviens lui avoir dit, la lutte contre le VIH/SIDA, elle aura pas beaucoup avancé aujourd'hui. Genre, il y en a 2 qui sont KO, là. Il y a une 2e personne qui vient me voir, qui me dit, moi, je suis la première personne qui vous ait ramassé sur le trottoir quand vous êtes tombé. Donc, c'était pour les dépositions flics, machin et tout. Elle m'avait accompagnée pour donner son numéro et tout. Et elle me dit, la veille, mon mari a eu un accident au même endroit. Par contre, lui, il avait pas de casque, donc il était au bloc opératoire au même moment où, voilà. Là, l'angoisse. Et elle m'a dit, en fait, j'étais passée par là pour chercher sa dent, parce qu'il avait perdu une dent. Et là, je suis tombée, donc elle m'a ramassée et elle a trouvé sa dent à côté de moi. Elle m'a dit, je vous ai ramassé, il y avait la dent à côté de la tête. Et après, il y a une 3e personne qui est venue me voir et qui m'a dit, mais on a vu dans votre dossier APHP que vous avez rendez-vous dans 1 heure, 2 étages au-dessus, au service gynéco. Et moi, j'avais oublié, parce que j'avais passé, vraiment, j'étais passée dans une machine à laver, quoi. Et là, il m'a dit, du coup, on vous emmène. Je suis oui. Moi, je suis en crise dans. Ça fait 15 ans que je suis en errance médicale, c'est pas. Oui, c'est pas on va y aller. Et donc, elle avait été prévenue. Et il se trouve que cette chirurgienne, c'est une pote de pote.
donc encore une fois, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir des gens qui connaissaient des gens et qui, enfin, moi, ça a été là ma chance. Hein, sinon, je pense que je serais encore en errance. Et je suis arrivée, j'étais genre en sang parce que j'avais essayé, comme ça. Et en fait, les médocs ont fait effet. Ils m'avaient mis de la morphine, je pense. Ouais, c'est de la morphine. Du tramadol, probablement. Ouais, non, je crois que c'était morphine là. Je crois qu'ils ont été, ils y ont été quoi. Ils m'ont fait kiffer. Et je suis arrivée et j'ai eu un fou rire, mais genre un fou rire. Et après, il fait bon, par contre, vous avez de l'endométriose, il va falloir opérer. C'est opérable, mais ce qui est une bonne nouvelle aussi. Oui. Et en fait, à la fois, et là, je me souviens tous les sentiments que j'ai eu, c'était à la fois de la tristesse, de la colère et de la joie. Genre d'un coup. Mais sous morphine. Encore plus festif. Mais voilà, en tout cas, merci à ce personnel soignant qui a été super parce que c'était une sacrée journée. Il y a un dernier aspect qu'on n'a pas encore évoqué là-dessus. Est-ce que ton endométriose a eu un impact sur ta carrière professionnelle ? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de maladies chroniques qui rendent le fait d'avoir un job très compliqué, notamment les personnes qui ont besoin de se tenir debout, celles qui peuvent pas accéder facilement à du télétravail. Est-ce que toi, ça a eu un impact ? J'ajoute, c'est en 2 parties, parce que du coup, il y a la partie quand t'es malade, quand t'étais en crise et tout machin, et la partie quand t'as commencé à avoir plein de médecins, ce qui est un truc qui prend un temps de dingo. Et donc, on est en plein dedans. Voilà, donc comment tu gères ? Et donc, comme je vous expliquais, moi avant, je travaillais pour Solidarité Sida et Solidays. J'étais la responsable presse et influence digitale du festival. J'ai occupé ce poste pendant 7 ans. Et parallèlement à ça, je me suis lancée dans la photographie. Donc maintenant, je suis photographe. Je fais que ça parce que j'ai quitté Solidarité Sida et Solidays. Et pendant ce diagnostic, moi, je savais déjà que je voulais être photographe. Je savais déjà que je voulais quitter mon CDI pour être auto-entrepreneuse, créer ma société, etc., etc. C'était déjà des réflexions que j'avais. J'étais en train d'initier les choses. Je m'étais inscrite à un truc qui s'appelle Transition professionnelle avec la région Île-de-France. Donc, quand on a occupé pendant plus de 4 ans ou 5 ans, je sais plus, un poste, on peut demander à avoir le chômage et en même temps faire une reconversion professionnelle. Donc, moi, j'étais dans ce dispositif processus, voilà. Et là, j'ai commencé à tomber malade. Enfin, tomber malade, j'étais déjà malade, mais ça a empiré. Mes crises sont devenues perpétuelles, en fait. Enfin, je suis passée de une crise par an à une crise tous les 6 mois, une crise tous les mois, nanana, et puis après, on continue. Et là, j'ai tout arrêté. En fait, je me suis dit, mais là, c'est impossible. En plus, j'étais très, très déprimée, du coup, parce que je pensais que j'allais rester comme ça tout le temps. Et je me suis dit, mais en fait, là, c'est impossible. Parce que là, du coup, j'étais en arrêt maladie 1 jour sur 2, en fait. Donc, tant mieux, parce que du coup, merci la France, merci la Sécu, tant que ça existe encore. Mais au moins, j'étais safe, quoi, niveau thune. Je dépendais pas de mon mec de l'époque. En tout cas, je pouvais vivre, quoi. Mais du coup, je me suis pas lancée. Et entre l'opération, tous les trucs, tous les machins, ça a décalé d'1 an et demi, presque 2, mon processus de créer ma société, créer ma boîte, me lancer. Et là, je l'ai fait seulement cet été, alors que ça, c'était en 2024. Début 2024. Mais j'y pensais déjà depuis début 2023 à créer ma boîte. J'avais déjà commencé à toutes les démarches. Oui, parce que nous, ça fait longtemps qu'on en parle en plus. Ça fait très longtemps. Ouais, ça fait un moment qu'on se connaît. Et que, oui, moi, ça faisait. Donc, en fait, ça a tout décalé, ça a tout ralenti. Et je me suis même posé la question, est-ce que je le fais ? Parce que je me suis dit, imagine, ça revient, ça refait ça, que tu peux pas te lever 1 jour sur 2 et tout. En fait, là, non. Là, ça va beaucoup mieux. Et heureusement, je suis une grande chanceuse. Enfin, du coup, j'ai un truc aussi où, quand je parle à des personnes qui ont de l'endométriose, je crois que je suis un cas assez rare où tu pouvais opérer, parce que je crois que c'est très rare où on peut opérer. Il y a d'autres cas où il peut y avoir des hystérectomies, donc le fait de retirer l'utérus pour en retirer la majeure partie de l'endométriose, quand c'est localisé là en tout cas. Le problème, c'est que c'est des opérations qui sont très difficiles à obtenir et que toutes les personnes concernées qui veulent avoir des enfants n'ont pas forcément envie de passer par là. Moi, je sais que c'est le cas d'une amie à moi. En ce moment, elle veut avoir un enfant. Tous les médecins qu'elle a vus lui ont dit « Votre endométriose, le seul moyen de faire que vous n'ayez plus toutes ces douleurs qui sont trop handicapantes pour vous, c'est de vous faire retirer l'utérus. » Et elle refuse tant qu'elle n'a pas eu un enfant. Donc voilà, là, c'est un stade où en fait, tu te retrouves à devoir faire un choix entre tes désirs et ta santé. C'est quelque chose qui est très, très difficile à faire. Mais voilà, il y a tellement peu de recherches qui ont été effectuées sur le sujet. Il y en a qui sont en cours, heureusement, depuis quelques années. Mais on sait qu'avant que ça aboutisse à quelque chose de concret, il peut se passer facilement 10 ans encore, quoi.
Oui, puis il y a cette peur chez les médecins d'opérer, quand c'est des trucs aussi extrêmes que retirer l'utérus, des femmes jeunes. Enfin, quand je dis jeunes, je dis à l'âge où elles pourraient avoir un enfant, c'est-à-dire la trentaine. Bah, si elles ont moins de 40 ans, voilà, il y aura forcément des personnes qui voudront pas. Si elles n'ont pas déjà eu d'enfant avant, et surtout, en fait, ouais, s'il y a pas eu ce truc, même les personnes qui disent je ne veux pas d'enfant. Je suis sûre, c'est exactement comme pour les ligatures des trompes. En fait, il y a des médecins qui... On les écoute pas. Vous allez peut-être changer d'avis, vous allez peut-être rencontrer le fameux homme avec son pénis magique qui va vous faire changer d'avis. Mais c'est ça, en fait, qui souvent bloque les opérations aussi, c'est la volonté des médecins de je sais pas, préserver les utérus disponibles, j'en sais rien. Bah, tu sais que j'avais eu un témoignage comme ça pour un article d'une femme qui avait une lettre de son mari où il disait je consens à ce que ma femme se fasse ligaturer les trompes. Elle peut ouvrir un compte en banque en même temps. Merci monsieur, voilà. C'est gentil. Et elle a un médecin qui lui a refusé parce qu'il lui a répondu j'ai le consentement de votre mari actuel, mais qui me dit que votre prochain compagnon sera aussi d'accord. Ah vas-y. Mais après, il pense dans le futur parce que à l'époque où j'ai eu un ex-mari qui a fait une vasectomie, et à l'époque de la vasectomie, c'est facile, et c'est encore aujourd'hui extrêmement facile de faire une vasectomie. Si t'es un homme qui débarque en disant je veux me faire stériliser, aucun problème, le process est rapide, on te fait pas chier, aucun problème. Si moi, au même âge, alors qu'on avait déjà des enfants, j'avais eu envie de me faire stériliser, il aurait fallu que je demande son autorisation, une fameuse lettre signée, et il y a des médecins à qui, moi j'en avais discuté, qui avaient dit « Oui, mais si vous perdez un enfant, il faut que vous ayez l'opportunité d'en refaire un. » Parce que c'est remplaçable. Pour le remplacer. Voilà, mais je te jure que j'ai entendu cette... Enfin, c'est une énormité. En plus, ça n'a aucun sens. C'est immonde en termes de voilà. Et puis t'as tes enfants qui sont vivants. T'as pas envie de dire bon bah alors au cas où dans les 5 prochaines années, lequel de vous trois là, portez-vous volontaire. Mais le fait est que effectivement, bah tu vois, même pour des trucs comme ça, on est en train de spéculer sur des trucs du futur qui n'ont aucun sens en plus, parce que je suis à peu près sûre à 99,9% que si un de mes enfants décédait ou était décédé, je n'aurais pas envie d'en refaire un pour le remplacer. Je sais pas quel humain, enfin il y a des humains qui pensent comme ça, mais le fait est que ce n'est pas moi, et je ne juge pas ces gens, mais voilà. Et du coup, bah donc il y a ce truc effectivement d'avoir peur de prendre. En fait, il faut que le comité des hommes décide ce qu'on peut faire de nos corps de femmes. C'est vraiment la constante, quoi. Ouais, ça me fatigue. Alors, ça évolue malheureusement extrêmement doucement, mais voilà, on évolue quand même. Et c'est sur cette triste constatation, malheureusement, que on peut finir sur un truc positif. On va peut-être. Alors moi, je vais finir sur une sorte de blague, c'est que j'adore ce que tu as dit un autre truc. T'as dit, je suis hyper chanceuse. Après nous avoir raconté ton histoire d'accident, c'est vrai, mais le jour où t'es à Tenon, et t'as dit après, non mais je suis vachement chanceuse. Et c'est un peu comme je suis pas une chochotte. Je trouve que ça montre à quel point on est résiliente. On a voilà, c'est ça. On a une image de nous-mêmes et on a un truc. Et en fait, bah donc voilà, je te le dis, je me permets de le dire, mais je pense que tout le monde devrait te le dire, que t'es méga forte d'avoir traversé ce que t'as traversé, que t'es hyper courageuse d'avoir lancé ton entreprise et d'avoir été après tes rêves, après tout ça, et que je vais pleurer, je suis très sensible en ce moment. Et t'as failli me faire pleurer tout à l'heure, donc on est deux. Et puis en plus, enfin juste, je sais pas si t'as de la chance ou t'as pas de chance, mais en tout cas t'as sacrément la force. J'aime vivre. Est-ce que tu veux clôturer cet épisode sur un moment instant promo ? Oui. Où est-ce qu'on peut retrouver tes photos ? Sur Instagram, je m'appelle Marina Viguier, Viguier, et je travaille. Mes sujets photos de prédilection sont. Je travaille beaucoup sur le genre, sur les femmes, sur pas que les femmes d'ailleurs, mais bon, la communauté queer. Je travaille sur la liberté. Je pense que quelque part, je parle de liberté dans mon travail de photo et dans mon travail de portrait, beaucoup dans les cabarets. Et donc, si vous voulez voir ce travail et me soutenir, vous pouvez me suivre, liker, partager. Et j'ai des photos qui seront dans un livre qui sort. Donc, je sais pas quand sort le podcast, je trouve que je vais faire un anachronisme, mais le 16 octobre, il y a un livre sur les cabarets qui sort et j'ai 14 photos, je crois, qui sont publiées dedans. Waouh, félicitations. C'est chez Michel Lafon et avec France Culture. Et c'est Céline Duchesnay, que j'embrasse, qui a fait ce livre et qui met en avant, ces personnages flamboyants, hauts en couleur et qui méritent qu'on célèbre leur liberté aussi d'être. Donc voilà.
Eh ben, merci beaucoup Marina d'être venue répondre à nos questions, raconter ton histoire. On vous rappelle que Laetitia et Lucille Présente est un podcast TDA Prod, produit et réalisé par Benjamin Saeptem-Ours et enregistré comme d'habitude chez Madame Chat. On vous retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode et en attendant on est sur les réseaux sociaux. On a recommencé à poster des vidéos sur TikTok et sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages et à mettre des commentaires sur YouTube, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, mettre un etc., etc. Tout soutien est apprécié. À très vite. À très bientôt.